Donc pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Ibrahim El-Bahiri, professeur de droit international. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vais commencer donc par l'actualité. Dr Ibrahim El-Bahiri, les Émirats Arabes Unis qui ont annoncé hier leur retrait de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole sur fond donc de tensions à cause du détroit d'Ormuz, la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz. Selon vous, quelles sont les motivations stratégiques, quelles sont les causes qui sont derrière cette décision des Émirats Arabes Unis de quitter l'OPEP? En effet, pour mieux comprendre la position ou la décision des Émirats Arabes Unis concernant son départ de l'OPEP, on doit avoir d'abord la position ou la situation au niveau interne, au niveau international. Au niveau international, ou sur le plan international, on a vu qu'il y a un embargo américain et iranien imposé indirectement, je peux dire indirectement, sur l'exportation des pétroles des États du Golfe, de fait de ce que se passe dans le détroit d'Ormuz. Les États du Golfe n'arrivent plus à exporter leur pétrole qui correspond à la quasi-majorité de leurs ressources en monnaie étrangère. C'est-à-dire, pour les Émirats, par exemple, 70% presque de ces entrées proviennent des exportations pétrolières et les 30% restants proviennent en effet des investissements en immobilier, en portefeuille, en tourisme ou dans le fonds souverain. Alors, dans ces conditions, même au niveau national, les Émirats Arabes Unis se sont sentis aujourd'hui embarrassés, je peux dire même, dans le besoin de faire face à un affaiblissement de leur situation, une menace pour l'économie nationale. Donc, je peux comprendre que la décision des Émirats Arabes Unis de partir de l'OPEC, c'est pour, en effet, essayer de faire face aux exigences nationales, à la situation interne. Elles veulent se libérer de cette situation imposée dont les Américains profitent en effet. C'est-à-dire lorsqu'on bloque les États du Golfe au niveau de la vente de leur pétrole, de l'autre côté, on voit que Washington vend bel et bien ses pétroles là-bas à des prix enflammés, comme on le voit. Donc, prendre cette décision, je pense qu'il est entré pour ces causes. Et les Émirats Arabes Unis veulent se libérer des exigences posées par l'OPEC au niveau des prix ou au niveau des quantités. On a vu bien que les Émirats veulent ou vont aller dans le sens de mener une ligne terrestre vers le port El Fodjira, loin du détroit d'Ormuz, pour pouvoir attirer l'attention des sociétés pétrolières à venir chercher les pétroles émiratiens. Donc, dans ces conditions, donc, les Émirats Arabes Unis veulent faire jouer la concurrence, veulent se dégager des exigences menées par cette organisation internationale dans les médias et dans les circonstances internationales actuelles de la guerre. Oui. Donc vous avez dit que cette décision est dans l'intérêt des États-Unis. Non, la décision des Émirats Arabes Unis, en effet, pour faire face à la situation actuelle qui tire profit aux États-Unis. Parce que bloquer les États pétroliers à vendre leur pétrole, les États du Golfe à vendre leur pétrole, ça donne à Washington, c'est-à-dire ça donne aux États-Unis un pouvoir, un avantage de vendre eux leur pétrole de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, donc les États-Unis sont gagnants donc, de cette décision des Émirats Arabes Unis. Alors, est-ce que cette décision aura un impact immédiat sur les cours du pétrole dans le monde? Évidemment, parce que les Émirats Arabes Unis, elles produisent presque 3 millions de barils par jour. Elles représentent presque 15%
de la production de l'OPEC, 15% de la production de l'OPEC. Ceci va conduire bien à ce que d'autres États comme l'Arabie Saoudite, qui détient presque un tiers de la production de cette organisation, a remplacé au moins partiellement la production des Émirats, afin que l'organisation reste en bonne position, faute de quoi les prix risquent d'être perturbés. Risquent d'être perturbés pour une autre raison, parce que lorsque les Émirats arabes unis décident de se dégager des exigences, des conditions de l'OPEC, cela veut dire qu'elle va proposer son pétrole au marché mondial à un prix tout à fait pas forcément celui imposé par cette organisation internationale. Donc, oui. Oui. Est-ce que vous voyez que ce départ des Émirats arabes unis de l'OPEP, est-ce que ça reflète des tensions internes donc à l'intérieur de cette instance mondiale? Bien évidemment, le départ des Émirats arabes unis de cette organisation venue en ce moment de guerre est une décision, je peux dire, frappante, qui peut perturber la situation. Mais je ne pense pas qu'il peut contrarier cette organisation. Pourquoi? Parce que l'OPEC détient presque 70% à son tour de la production mondiale de pétrole. Le 30 autres %, ça le dépasse. Donc, détenir 70%, ça lui garantit toujours d'avoir le monopole du contrôle de fixation des prix des pétroles au niveau mondial. Donc, quoique perturbant la décision des Émirats arabes unis, cette décision ne devrait pas à long terme influencer dans le fond fondamentalement cette organisation internationale, parce qu'il y a 12 pays qui sont membres, les 12 pays sont des grands producteurs de pétrole, et je pense qu'une décision interne devrait être prise pour contrebalancer cette nouvelle situation. Oui, et quelle sera selon vous la réaction de grandes puissances énergétiques pétrolières comme la Russie et l'Arabie Saoudite? Vous savez, dans ces circonstances actuelles ou dans le cadre de cette décision, les Émirats arabes unis vont proposer leur pétrole au marché mondial. Donc, la concurrence va jouer. Donc, on peut dire d'une façon, d'un côté, que le pétrole émiratien va être proposé, et je peux dire même que la production, s'il n'y aura pas de perturbations, va augmenter de la part des Émirats arabes unis, parce que la décision des Émirats arabes unis, en effet, est prise dans le sens où elles veulent davantage exporter, davantage vendre. Donc, cette décision prise par les Émirats arabes unis pour l'organisation internationale, c'est-à-dire l'organisation internationale ne peut pas aujourd'hui empêcher ce pays à vendre son pétrole de cette façon. Ce qu'elles peuvent faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'au bien que l'organisation décide qu'un pays puissant comme l'Arabie Saoudite, puissant en termes de production de pétrole, puisque l'Arabie Saoudite, comme on a dit tout à l'heure, elle détient presque un tiers des États producteurs, donc elles seront obligées de faire en sorte que la quantité produite journalièrement soit presque le même. Donc, ou bien qu'ils vont distribuer la production manquante par les Émirats arabes unis entre les autres États comme l'Irak ou l'Arabie Saoudite ou le Koweït, ou bien qu'elle continue de cette façon et les produits et le pétrole exporté par les Émirats arabes unis va de toute façon être proposé sur le marché mondial et peut peut-être conduire un peu à la baisse du prix du pétrole.
au niveau international. Oui. Ça peut être logique. Oui. Est-ce qu'on peut dire que il y a maintenant une transformation où ça peut arriver, donc une transformation du système de gouvernance du marché pétrolier mondial, puisque, comme vous le savez, donc les États-Unis ils ont mis la main sur le pétrole du Venezuela, un pays, un membre de l'OPEP et un pays très important dans le domaine de l'exportation du pétrole. Aujourd'hui aussi, ils vont tirer profit de la décision des Émirats arabes unis pour exporter leur pétrole, le brut américain. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un changement de la gouvernance du marché pétrolier mondial? Il y a un bouleversement, comme vous dites, quoi. C'est une sorte de bouleversement que se passe aujourd'hui concernant la stabilité relative qui existait dans le monde avant la guerre de l'Iran, quoi. Et dans ces conditions, vous avez bien dit que les États-Unis, qui est de son côté un pays qui est exportateur de pétrole, détient le monopole ou détient la clé des pétroles vénézuéliens. Et aujourd'hui, les Émirats arabes unis se dérobent de cette organisation et il ne reste qu'une onzaine de pays à l'intérieur. C'est vrai que le départ d'un pays de l'OPEC n'est pas le premier cas parce qu'il y a quelques années, un État africain s'est désengagé sur le terrain de cette organisation, mais le départ des Émirats arabes unis étant, ou compte tenu de la position forte de ce pays en tant que producteur, comme on a dit, de 15% de la totalité des productions, influence cette organisation. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne devrait pas fondamentalement bouleverser la situation. Ce qui bouleverse la situation, ce qui perturbe la situation, c'est la continuité, si vous voulez dire, de l'embargo imposé à travers les États-Unis et l'Iran sur le détroit d'Ormuz et la guerre menée. Une fois la guerre cessera et l'embargo est levé, je pense que le marché mondial va reprendre petit à petit la main. Va se stabiliser. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc le problème est plus lié à la guerre, pas à la position des Émirats arabes unis. Et je pense même que ce pays peut revenir à sa décision une fois le calme est revenu dans la zone, parce que la cause de la décision, ce n'est pas en effet, ce n'est rien autre que les exigences nationales, comme les représentants de ce pays ont annoncé. En effet, elles se sentent aujourd'hui un peu menacées à l'intérieur, l'économie est influencée de la situation de la guerre, et donc elles se sont décidées pour se protéger et protéger leur économie de se retirer. Donc, faut-il chercher à résoudre la raison principale, à savoir la guerre et la déstabilisation politique existante dans la zone. Une fois ces problèmes sont résolus, je pense que la situation devrait revenir à son état initial, quoi. Oui. Et pourquoi, selon vous, le détroit d'Ormuz reste donc un point aussi sensible pour le transfert donc du pétrole et du gaz, malgré donc que plusieurs pays ont cherché donc d'autres voies, ont cherché à diversifier leurs sources énergétiques? Pourquoi le détroit d'Ormuz reste très sensible? Vous savez, la zone supérieure au détroit d'Ormuz, c'est-à-dire la zone des États des Golfe, du Koweït, des Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Qatar, c'est une zone de production et d'industrialisation des ressources pétrolières. Donc la production et l'industrialisation se passent dans cette zone. Et le pétrole est un produit lourd, c'est-à-dire les bons moyens de transport réalisent, c'est-à-dire le passage d'Ormuz réalise vraiment un état d'économie immense pour les sociétés pétrolières. On a vu que l'Irak a essayé ces derniers jours à faire passer son pétrole par la voie terrestre à travers la Syrie. Et il y a un blocage, ça n'a pas réussi.
Et je pense que les États du Golfe ont essayé et ont annoncé même qu'ils vont adopter des voies terrestres allant vers la mer Rouge pour l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis jusqu'à le port d'El Foujaira. Mais ces genres d'installation, d'abord, ça coûte cher et ça devrait prendre du temps. Donc, l'économie mondiale ou le commerce international est basé sur l'économie des dépenses. Donc l'économie des dépenses ne se réalise absolument pas qu'à travers l'ouverture plane de Détroit d'Ormuz. La voie maritime, la seule voie maritime qui mène jusqu'à cette zone de production pétrolière. Ce n'est pas seulement la production pétrolière. On a vu également que l'industrie liée à l'industrie pétrolière, comme par exemple ce qu'on utilise pour les terres agricoles, pour l'Australie, à titre d'exemple, ça provient des États du Golfe, c'est-à-dire un blocage sur un autre terme, sur un autre niveau, qui influence également la production mondiale en termes de terres agricoles. Les grandes chaînes de distribution sont influencées. Donc c'est presque toute une série d'industries qui est perturbée à cause de cette situation actuelle des blocages de ces détroits d'Ormuz, quoi. Oui. Les grandes puissances donc ont parlé d'un contrôle du détroit d'Ormuz par la force, comme les États-Unis par exemple. Est-ce que ces grandes puissances, ces pays donc peuvent garantir la sécurité de ce passage vital ou si ils veulent s'ingérer donc dans la gestion de ce détroit, est-ce que la situation devient alors incontrôlable? Est-ce que ça risque de provoquer de nouveau une reprise des attaques militaires de la guerre? Moi, je pense que les États-Unis ont sous-estimé la force de l'Iran. C'est-à-dire avant d'entrer en guerre. Ils ont pensé qu'ils allaient facilement contrôler la situation, chasser le pouvoir en place et mettre la main sur les pays et sur ce passage international. Ce qui s'est passé, c'est que l'Iran a sorti tout le monde par sa force de frappe d'une part et de l'autre par la position géographique de ce détroit. En effet, les États-Unis, je pense qu'ils sont conscients qu'il y a une perte importante d'êtres humains et militaires s'ils s'engagent dans le cadre d'une opération militaire pour ouvrir ce détroit. Faute de quoi, elle aurait pu le faire depuis un moment. Pourquoi on essaye de faire jouer des fois les négociations et la politique. Donc, s'engager militairement pour aller au bout de cette opération, jusqu'à aujourd'hui, on voit que cette solution n'est pas adoptée. De l'autre côté, sur le plan de droit international, naturellement, on a vu que la communauté internationale, que les Nations Unies, n'ont pas allé dans le sens d'adoption des résolutions obligeant par exemple l'Iran d'ouvrir ce passage. Pourquoi? Parce que également le droit international n'était pas devant les États-Unis lorsqu'il s'est engagé en guerre. C'est-à-dire la responsabilité, si on y va devant la haute cour ou la Cour internationale de justice, dans le cadre de ces problèmes de guerre, et ça se passera forcément après la fin de la guerre. Donc on va voir que la responsabilité internationale des États-Unis sera, s'il ne sera pas engagée, elle sera mise en cause au moins, c'est-à-dire mise en jeu. Excusez-moi, mise en jeu. Pourquoi? Parce que les actions militaires menées par les États-Unis contre l'Iran, s'ils étaient au moins couverts par les Nations Unies ou par le droit international, on aurait pu trouver aujourd'hui avec une communauté internationale qui soutient les Américains pour aller jusqu'au bout de leur opération. C'est la raison pour laquelle on voit les États-Unis, comme elle l'a dit, oui, bien sûr, engagés seuls. Oui, on s'est engagé seul parce que le droit international
n'existe pas. Oui, parfait. Docteur Ibrahim El-Bahiri, professeur de droit international, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Vous êtes toujours le bienvenu sur NAS TV International. Et tout de suite, on va passer à mon collègue Chérif Boussela et l'actualité en bref.